Bienvenue dans votre espace d'échange dans votre environnement. La voix de l'environnement dans un format plus ou moins particulier reçoit à ce jour euh, deux acteurs principaux de African Park. Il s'agit de M. Maman Kanga Jean-Baptiste. Il est le directeur des parcs, du parc de Chico, c'est ça? Bonjour, M. Maman. Bonjour, monsieur le journaliste. Et nous recevons également M. Lamar Eli, il est le coordinateur du projet African Park. Oui, bonjour. Bon, monsieur Eli, nous allons commencer par vous. Comment est-ce qu'on résume les activités d'African Park dans la sous-région, que ce soit Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest? African Parks travaille dans plusieurs pays, en Afrique centrale et également en Afrique de l'Ouest. Nous faisons la gestion des aires protégées. À Chinko, dans l'est de la République centrafricaine, African Parks travaille avec le gouvernement centrafricain pour la gestion de l'aire de conservation de Chinko. Nous avons également des collègues qui travaillent dans le nord-est de la République démocratique du Congo, au parc de la Garamba, et également d'autres qui travaillent dans le nord du Congo-Brazzaville, dans le parc national de Zala-Kokwa. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons des collègues qui s'occupent des parcs du W et de la Pendjari au Bénin. Qu'est-ce qui constitue notamment les axes d'intervention de African Park dans les différents projets? Alors, nous faisons la gestion des aires protégées. Donc, c'est la restauration et la conservation de la biodiversité, de la faune sauvage, des écosystèmes pour le bénéfice de l'humanité et en premier lieu aussi pour le bénéfice des communautés locales. Donc, on travaille sur la gestion des aires protégées, la lutte contre les activités illégales, comme par exemple le braconnage. À Chinko, on travaille aussi avec les éleveurs transhumants pour essayer d'éviter le pastoralisme incontrôlé. Et on travaille également, on met en œuvre des activités auprès des communautés locales pour promouvoir des activités génératrices de revenus et des moyens d'existence durables pour elles aussi avoir une aire protégée ou un parc bien géré soit un avantage pour les communautés locales. Effectivement, parlant de la transhumance, bon, nous allons sur une vidéo dans un moment qui relate un peu le regard porté par African Park sur cette problématique. Alors, de façon brefée, qu'est-ce que vous avez perçu naturellement comme un problème? Alors, bon, les problèmes, on les connaît un peu dans la région et l'interface entre le Sahel et l'Afrique centrale, c'est que la transhumance va plus au sud aujourd'hui pour tout un tas de raisons, le changement climatique, l'insécurité dans certains pays, et le nombre de têtes de bétail a augmenté. C'est de plus en plus difficile d'empêcher d'avoir ce bétail qui rentre dans les aires protégées de manière incontrôlée, et ça peut engendrer des effets néfastes comme du braconnage opportuniste ou organisé ou le surpâturage. Et donc, nous, avec African Parks, nous travaillons à Chinko, sur le terrain, où nous travaillons avec les transhumants pour essayer d'avoir un pastoralisme plus contrôlé et plus durable. Et ce genre de conférence, c'est très intéressant parce que ça permet à nous, acteurs de conservation, de mettre un peu en avant notre travail, échanger des expériences avec d'autres collègues. Ça nous permet aussi de voir que sur ces aspects, les opérateurs de terrain et les organisations, les ONG comme nous, on peut participer au travail d'ensemble, mais les représentants des administrations et des États doivent faire leur part du travail à leur niveau pour essayer de trouver des solutions et s'organiser entre États pour promouvoir une transhumance qui puisse être source de richesse et sans impact négatif significatif sur les ressources naturelles et la nature.
Et c'est pour ça que ce genre de conférence est important, parce que ça permet aux différents représentants des États d'échanger entre eux, parce que la transhumance n'a pas de frontières et ne reconnaît pas les frontières des États. Et dans le cadre des initiatives de African Impact, est-ce que de façon, parlant d'impact, est-ce que c'est de façon mesurée, on peut pouvez définir quelques axes permettant de déceler les impacts de la transhumance autour du parc? Oui, alors bon, pour parler de Shinko dans l'est de la RCA où nous travaillons, l'arrivée du bétail a été progressive, mais elle a été de manière croissante à partir des années 2010-2012, notamment après l'indépendance du Soudan du Sud. Donc on a eu des milliers de têtes de bétail qui sont arrivées dans la zone de Shinko avec des impacts dramatiques sur la faune. On estime que pratiquement tous les grands prédateurs, 95% des grands prédateurs ont disparu entre 2012 et 2017. Et African Parks a commencé à travailler à Shinko en 2014. En 2016, on a démarré la mise en place de l'approche Tango, qui consiste à promouvoir une approche de sensibilisation sans recourir à la violence des pastoralistes pour leur expliquer les limites de l'air protégé et les guider vers les endroits qui sont prévus pour eux. On a réussi à tenir à peu près 5000 km² hors de l'entrée du bétail suite à la saison sèche 2016-2017. Et on a continué à développer cette approche. Et cette année, sur la saison sèche 2022-2023, c'est plus de 25 000 km² qu'on a réussi à tenir à l'écart de l'entrée incontrôlée du bétail et des activités illégales. Et ça, ce sont des conditions optimales pour la restauration de la faune. On mesure, nous comptons les traces des animaux sur les pistes tous les ans à l'intérieur de Shinko et les tendances sont très bonnes et ça remonte. Ça va pas remonter subitement du jour au lendemain, mais même notre petite population d'éléphants, malheureusement c'est une centaine d'éléphants, on est maintenant très confiant pour qu'ils aient des conditions optimales pour que les animaux se reproduisent et que la population augmente au cours des prochaines années. Monsieur Maman, permettez que je revienne vers vous. Aujourd'hui, le parc de Shinko, comment est-ce qu'on le présenterait? Bon, il faut dire, comme le collègue Elie l'a dit, le parc de Shinko, c'est un abus de terme quand on dit parc de Shinko, parce que ça reste quand même une aire de conservation qu'on est en train de manager pour en faire un parc. La partie que Elie a mentionnée est la partie qui est 25 000 km² aujourd'hui et qui est hors de menace et qui reste une zone qui, à l'est de la République centrafricaine, se trouve être une zone qui pourrait, à la limite, constituer un point de dispersion de la faune, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la RCA, à l'issue de beaucoup de troubles armés qu'il y a eu, la faune a constitué à payer les frais, parce que ça a servi de satisfaire les efforts de guerre qu'il y a eu. Et ce qu'on appelle le parc de Shinko, sinon l'aire de conservation de Shinko, constitue un refuge pour l'instant, après ce travail de restauration qui a été fait depuis 2014 à date, constitue donc un refuge pour la faune sauvage et qu'on peut présenter dans l'avenir comme étant un point de dispersion aussi bien pour le nord-est que pour la périphérie, l'écosystème de la périphérie, en termes de faune, point de dispersion de faune. Parce que ces zones que je vous ai évoquées, le nord-est de la RCA a perdu quasiment toute sa faune. Et on s'est dit qu'une fois après ce travail de restauration, ayant atteint un niveau de population qui permet de disperser ou alors d'alimenter les autres zones, l'aire de conservation de Shinko constitue donc un refuge et un point de dispersion pour la faune
dans l'avenir. C'est comme ça que je pense présenter l'aire de conservation du Chinko. Quand vous parlez de hors de menace, cela sous-entend qu'aujourd'hui, on peut estimer que le parc de Chinko ne subit pas les effets de braconnage, aucun conflit entre les riverains au parc, aucune intrusion. Alors, hors de menace sous-entend le Chinko. Oui, pour l'instant, Chinko est hors de menace, à part le flux de transhumance qui est contrôlé et le braconnage qui est également minimisé. Minimisé autour des 25 000 km², parce que le cœur, qui est de 25 000 km², on va dire depuis 2-3 années, n'a pas connu d'incursion de braconniers. Donc, il est hors de menace, parce que si on le compare à ce que c'était les menaces il y a 5 années ou 6 années, c'était quand même beaucoup de menaces. Il y avait le braconnage, il y avait la transhumance, il y avait les mines artisanales, il y avait des rebelles qui étaient là. Et après ce travail qui a été fait, la menace a été suffisamment écartée. L'avantage que Chinko a, c'est quoi? C'est que Chinko, c'est certes une grande étendue, on va dire 100 000 km², mais vous compterez des communautés en périphérie qui sont situées à pratiquement 200-300 km autour. Ça veut dire que l'effort pour y parvenir doit être grand. Et ce n'est pas toujours facile. Depuis qu'on est là, on assure cette surveillance-là, et la communauté qui braconnait avant et les autres menaces qui étaient représentées par la transhumance, par les pasteurs qui passaient là, n'ont plus accès comme ils l'ont en ce moment, par le simple fait qu'on met en œuvre un certain nombre de ressources pour pouvoir surveiller, contrôler, et on met également à contribution les communautés, même si elles sont loin, par des activités génératrices de revenus alternatives qui permettent de leur inspirer une certaine confiance et de leur donner l'occasion de s'approprier cette démarche de conservation. J'aimerais bien comprendre quand on parle de mettre des communautés à contribution. Il s'agit effectivement de quoi? Mettre des communautés à contribution, c'est justement aller vers ces communautés, leur proposer, mais de commun accord avec eux, les activités qu'elles estiment nécessaires pour leur développement. Parce qu'il ne faudrait pas perdre de vue que quand on met en place une aire protégée comme celle-là de Chinko, on retire les bénéfices que les communautés avaient pour leur survie. On leur retire des espaces où ils pouvaient cultiver. Et mettre ces communautés-là à contribution, c'est leur donner la chance d'avoir d'autres activités alternatives qui permettent qui leur assurent une certaine survie, qui leur assurent un développement, que ce soit au niveau éducatif, au niveau social, et leur donner des emplois, par exemple. Mais, Monsieur Lama, au niveau d'Afrique Impact, de nos jours, comment est-ce que vous évaluez les accompagnements des efforts consentis de façon globale, hein? Si on prend le cas d'Afrique centrale, sur la lutte contre le braconnage, quelles sont les actions concrètes qui ont été engagées et les accompagnements, que ce soit auprès des parcs ou auprès des communautés? Alors, African Parks travaille sur différents volets dans les différentes aires protégées au sein desquelles nous intervenons. À Chinko, nous avons une équipe de à peu près 75 éco-gardes qui travaillent comme gardes de parc. Nous avons également une équipe de 60 éco-communautaires. Ce sont des agents de sensibilisation qu'on recrute dans les communautés riveraines, qui permet, comme le disait le directeur, de donner des emplois aussi localement et qui sensibilisent localement les agriculteurs, les chasseurs locaux, les pêcheurs, les artisans miniers quand il y en a, aux limites de l'aire protégée, et qui insistent sur le fait qu'il faut
adopter des pratiques qui ne sont pas destructives pour l'environnement. On peut, par exemple, on travaille à Shinko avec les communautés locales sur comment continuer à chasser, mais chasser de manière durable, pêcher de manière durable, avec des techniques sélectives, pas des techniques aveugles qui détruisent l'environnement, mais des techniques sélectives qui permettent de savoir quel animal, quel individu on abat, par exemple les mâles uniquement dans le cadre du gibier. Donc ça, c'est ce travail de sensibilisation qui est fait. Et on a aussi donc le travail qui peut être fait par les éco-gardes qui peuvent intervenir pour procéder à des arrestations lorsque c'est nécessaire. Mais on essaie de mettre en place un système qui nous permette de faire intervenir les rangers plutôt en dernier recours. On a également des collègues qui travaillent au sein d'autres aires protégées, par exemple au niveau de la République démocratique du Congo, on a des collègues qui travaillent avec des collègues pour essayer de démanteler des réseaux de trafic de la viande de brousse. Il peut s'agir des ivoires, puisque à Shinko, on a des éléphants, mais à la Garamba, il y a aussi de nombreux éléphants, donc le trafic d'ivoire reste une réalité, surtout vers le Congo. D'autres animaux qui peuvent être également trafiqués, les écailles de pangolin, la graisse de lion, etc. Donc, on a des collègues qui travaillent sur ces thématiques-là, notamment nos collègues qui travaillent au Congo, pour donner quelques exemples, 2-3 exemples comme ça. Monsieur Maman, dis-moi, que pensez-vous des problématiques de la durabilité, justement, dans le cadre de ces mesures sur la transhumance? Pour moi, la durabilité dans l'effort qui est fait en termes de gestion apaisée de la transhumance reste une question assez importante. Et au niveau du Shinko, nous essayons de travailler à cela. Nous essayons de travailler à cela parce qu'on a compris tout de suite que le système ou l'approche des tangos fonctionne encore. Il fonctionne encore, mais on s'est dit que sur la durée, ce n'est pas sûr qu'elle puisse continuer de fonctionner si on ne trouve pas quelque chose qui puisse la maintenir dans cet aspect ou dans ce caractère de durable. Et alors, on a pensé à développer, sinon à élaborer un schéma directeur d'aménagement qui bientôt sera soumis au gouvernement avec qui on a signé un accord de partenariat public-privé. Parce qu'il faut dire que sur Shinko, nous travaillons sur base légale, sur un accord de partenariat public-privé qu'on a signé avec le gouvernement centrafricain pour une période de 25 ans. 25 ans, ce n'est pas 22 jours, ce n'est pas 25 jours. Et donc, on s'est dit, on développe, on élabore un schéma directeur d'aménagement. On essaie de définir des zones, mais on le fait de manière concertée avec toutes les parties prenantes, dont les pasteurs, de telle manière qu'on ait des couloirs de transhumance où on peut désormais canaliser ces flux de transhumance-là, mais alors de manière marquée et qui permet de renforcer le dispositif qui est assuré par les tangos. C'est vrai, les tangos, ils sont un nombre défini, ils travaillent sur une superficie, un périmètre défini, il ne peut pas être chaque minute à chaque centimètre près. Il va falloir qu'on définisse donc ces zones d'intervention, notamment les couloirs de transhumance, pour que ces flux-là qui arrivent, notamment du Soudan, soient canalisés et que chacun sache que les limites du parc, c'est à cet endroit-là. Et les couloirs où on est autorisé à passer pour assurer la vie de nos bétails est là, ou sont là. Et comme ça, on se dit, cela peut permettre d'assurer une certaine durabilité à l'approche. Mais sinon, si on continue, plus on a ce projet d'extension de la zone, qu'on n'arriverait plus à contrôler totalement ou à sensibiliser totalement ou efficacement ces flux de transhumants, ce qui risque de faire qu'on perde dans cette approche-là, qu'elle se dépérisse et qu'on aurait fait des efforts pour rien. Donc, c'est une solution pour nous ou un dispositif qui arrive pour étayer
cette approche qu'on a commencé de gestion apaisée de transhumance et qui assurera, on espère, la durabilité de l'approche même. Avant de sortir, de façon identifiée, quels sont les impacts vraiment réels, mesurables sur la conservation de la question de transhumance? On sait très bien que l'élevage, c'est une vieille pratique et que la nature également, issue de cette pratique, se régénère également de façon naturelle. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui peut être identifié comme facteur de risque dans le domaine des aires de conservation? La transhumance, il ne faudrait pas l'oublier. C'est vrai, vous avez dit qu'elle a commencé, elle est vieille comme le monde. À un moment donné, quand les ressources se raréfient, alors c'est mis en place. Elle a beaucoup muté dans le temps, la transhumance. Vous avez parlé de mesurer les impacts que cela peut avoir. La transhumance, au départ, se faisait avec des bâtons que les peuls ou alors les pasteurs utilisaient pour accompagner le bétail. Maintenant, il se fait en utilisant les armes. Tous les pasteurs qui interviennent, qui assurent ce déplacement, portent des armes et des armes de guerre. Et des armes de guerre. Ça fait un impact sur la sécurité. Par les armes même, on se dit, il y a insécurité. Le bétail qui arrive sur l'aire de conservation, si cela n'est pas contrôlé, cause des méfaits sur l'écosystème, dégrade les ressources qui sont là, les amène à se raréfier. Et le collègue a parlé des prédateurs, notamment les lions, les léopards, qui ont connu une dévastation. Pourquoi? Parce que ces éleveurs, avec ces armes, essaient de dégager sur leur voie tout cela, même par empoisonnement, les lions, les léopards et tout, pour que leur bétail ne soit pas menacé. Donc, voilà un peu les risques que cela constitue. Risque d'insécurité, risque de dégradation de l'écosystème. Et donc, cet effort serait de limiter au maximum ces risques-là. Et pour sortir aujourd'hui, spécifiquement dans le parc de Chinko, c'est quoi les priorités en termes d'action future pour les politiques de conservation? En termes de politique de conservation, les priorités sont quoi? C'est depuis 2014 qu'on travaille à la restauration de la faune. Nous, on pense que restaurer la faune pour atteindre un certain niveau où on peut valoriser, où on peut promouvoir des formes de tourisme, par exemple, des formes d'exploitation de cette faune-là, doit constituer l'une des priorités. Et la deuxième priorité est que on ne fait pas de la conservation pour la conservation. Il faudrait travailler en considérant l'homme au centre, donc concilier la conservation et l'économie. Essayer de travailler également au sein des communautés pour pouvoir assurer cette appropriation que j'ai mentionnée il y a quelque temps. Amener la population ou les communautés à considérer que le patrimoine faune, biodiversité qui est à côté leur appartient et qu'il va falloir travailler la main dans la main. Donc, pour moi, c'est les deux principales priorités qui pour Chinko, doit être travaillées pour qu'on puisse arriver à maintenir la zone telle qu'on l'aurait souhaité, pour qu'on arrive à en faire une référence en termes de conservation, mais qui concilie environnement, conservation et économie. Merci, Monsieur Maman Nkanga, Jean-Baptiste. Je rappelle que vous êtes directeur du parc de Chico. Et merci, Monsieur Lamar Eli, pour ce temps accordé pour cet entretien. Au plaisir d'être dans vos parcs prochainement pour toucher du doigt de ce que vous avez dit. Merci beaucoup, Monsieur Simoni. Merci à vous.
Très bien. pour l'opportunité que vous nous avez accordée de parler de Cinco.